Je me suis réveillé sous la pâle lumière matinale filtrant à travers les rideaux vaporeux de notre chalet d'Aspen, respirant l'air vif de la montagne avec un optimisme prudent. Quelques semaines auparavant, Talia et moi étions accablés par les appels incessants des investisseurs et les retards de production. L'avenir de notre entreprise était incertain. Mais ce matin-là, en enfilant ma veste isolante et mon écharpe en laine, j'étais convaincu que nous prenions un tournant. Nous avions rassemblé toute notre passion et notre ingéniosité nocturne pour créer les innovations Alt et Monroe de A à Z. Et maintenant, nous étions au bord du précipice d'un nouveau départ, ne serait-ce qu'en apparence. Talia, ses boucles brunes à peine contenues sous un casque élégant, souriait en me rejoignant dans le petit coin petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le jour où nous laissons tout ce bruit derrière nous, dit-elle en me prenant la main. Ses yeux brillaient, et je faillis la croire. Dehors, les rotors de l'hélicoptère affrété fendaient l'air glacial, promettant une évasion fugace et une renaissance symbolique pour notre partenariat. J'enfilai mes gants, sentant la tension se dissiper de mes épaules, tandis que ma poitrine se serrait d'impatience. Brinley nous retrouverait à l'héliport dans 10 minutes, avait-elle dit. Une réunion de famille pour célébrer notre nouveau départ. Je jetai un coup d'œil à Talia. Tu crois vraiment qu'elle vient de bonne foi? Elle me fit un clin d'œil. Elle nous doit bien ça, et pour une fois, je voulais lui faire confiance. La cabine de l'hélicoptère vrombissait avec une précision mécanique tandis que nous nous installions dans les sièges en cuir, les sommets défilant comme des sentinelles silencieuses. Talia était assise à ma droite, détendue, une main effleurant distraitement sa cuisse. Brinley, tout en prestance et en tenue de ski de marque, se glissa sur le siège en face de moi, son regard oscillant entre mon visage et la vue extérieure. La lumière du soleil dansait sur la neige, illuminant le paysage d'un éclat blanc aveuglant. J'essayais de savourer l'instant, l'entreprise que nous avions bâtie, la confiance que nous avions forgée, mais un léger malaise me transperça l'échine. La présence de Brinley aurait dû être réconfortante. La sœur de ma femme, celle qui m'avait autrefois encouragé tard le soir, passait son temps à esquisser prototype après prototype dans notre garage exigu. Mais quelque chose clochait dans son sourire. Une lueur d'impatience se cachait derrière son accueil chaleureux. N'est-ce pas la façon idéale de prendre un nouveau départ, dit-elle d'une voix désinvolte. Pas de réseau, pas de drame au conseil d'administration, juste nous. J'acquiesçai avec un sourire crispé. Exactement ce qu'il nous faut. Tandis que l'hélicoptère s'élevait au-dessus des falaises escarpées, ses rotors battant un rythme hypnotique, je me laissais aller à mes souvenirs. Je me souvenais du jour où Talia et moi avions présenté notre premier concept à un panel d'investisseurs indifférents. Comment j'avais tâtonné avec mes diapositives, comment elle avait pris le micro et transformé notre proposition hésitante en promesse d'innovation. Je me souvenais des nuits tardives et des matins matinaux, des compromis et des célébrations, de la façon dont nous étions devenus partenaires dans tous les sens du terme. Et je me souvenais des yeux ambrés de Brinley, brillant de fierté à plus d'une occasion. Sa voix, la première à nous acclamer lorsque notre premier prototype avait passé les tests. Mais maintenant, alors que le vent nous fouettait et que les sommets enneigés d'Aspen s'éloignaient sous nos pieds, je sentais quelque chose de plus sombre se cacher derrière ce visage familier. Le rire de Brinley, léger comme une chute de neige, semblait creux. Elle se pencha en avant, sa main gantée effleurant la mienne. « Tu as bien fait », murmura-t-elle. « Mais tu sais, la seule chose plus dangereuse que de construire quelque chose à partir de rien, c'est de lui barrer la route. » Ces mots n'étaient qu'un murmure, mais ils me frappèrent comme une avalanche. Avant que je puisse percevoir la confusion, Brinley se redressa, son sourire se transformant en quelque chose de plus dur, de plus froid. Je clignai des yeux, cherchant dans ses yeux la chaleur dont je me souvenais. Au lieu de cela, je vis un calcul, un prédateur rôdant sur son territoire. Mon cœur s'emballa tandis qu'elle se relevait en titubant, enlevant la fausse poudreuse de sa veste. Je me levai également, cherchant difficilement ma stabilité tandis que l'hélicoptère tanguait sur un gouffre de neige vierge. Talia observait depuis son siège, les bras croisés sur la poitrine, un masque serein sur le visage. Le vent rugissait dans mes oreilles tandis que la gravité m'emportait, et je ne voyais que la silhouette immobile de Talia se découpant sur l'intérieur pâle de l'hélicoptère. Ma poitrine se serra à la vue de ses bras toujours croisés. Pas de cri, pas de portée, rien. Le vent me frappa comme un camion dès que je franchissais le bord de l'hélicoptère. Une seconde, j'étais enveloppé de chaleur, du vrombissement régulier des rotors et de l'illusion de la confiance. L'instant d'après, je fonçais à travers un monde blanc. Le rugissement du ciel noyait toute pensée cohérente. Mon corps bascula violemment et le monde tournoya si vite que le haut et le bas se confondaient.
Ma poitrine se serra de terreur, mais une part primitive de moi refusait de lâcher prise. Je n'étais pas prêt à mourir. Pas comme ça. Des falaises enneigées se dressaient à ma rencontre. Je tendis les bras, cherchant n'importe quoi, rien que de l'air. Mais soudain, par miracle ou par malédiction, ma main frappa quelque chose de solide. Une branche noueuse et gelée, dépassant de la paroi rocheuse comme un doigt tordu. Mon épaule palpitait à chaque battement de cœur, mais cette branche était le fil ténu entre la vie et l'oubli. Je ne sais pas combien de temps je restai suspendu là. Peut-être quelques secondes, peut-être quelques minutes. Le temps cessa d'être un nombre pour n'être que douleur et respiration. Mon esprit commença à s'éclaircir, juste assez pour que la prise de conscience m'atteigne. Ils avaient essayé de me tuer. Pas une erreur, pas une décision prise sous le coup de la panique. Brinley m'avait regardé dans les yeux, avait prononcé ces mots et m'avait poussé. Et Talia, elle, n'avait rien fait. Ma femme, ma compagne, ma cofondatrice. Elle était assise là, les bras croisés, tandis que je tombais de sa vie. Quand mes doigts commencèrent enfin à glisser, je déplaçai mon poids et me lançai vers la paroi de la falaise. Ma botte heurta une saillie rocheuse et je m'en servis pour lâcher la branche et tomber, roulant brutalement sur une étroite corniche quelques mètres plus bas. L'impact me coupa le souffle et je restai allongé là, haletant, les yeux fixés sur le ciel pâle qui avait failli devenir ma tombe. J'essayai de bouger, mais mon épaule hurla de protestation. Du sang coulait de quelque part. De mon cuir chevelu peut-être, mais le froid rendait l'expérience lointaine, irréelle. Je savais qu'ils me croyaient mort. L'hélicoptère avait disparu. Aucun écho de pâle. Aucun signe de secours. Personne ne me chercherait. Pourquoi le ferait-il? Mon nom était probablement déjà inscrit sur les papiers d'assurance. Talia connaissait les polices d'assurance. Nous les avions examinés ensemble. 9 millions de dollars. C'était la valeur de ma vie à leurs yeux. 9 millions et le contrôle total de la compagnie. La rage s'installa dans mes entrailles comme un feu dans un âtre gelé. Je me relevai d'un bras, m'aidant de mes genoux pour me stabiliser. J'avais besoin d'un abri, d'une descente, de n'importe quoi. Ma respiration était courte et saccadée. Chaque pas me donnait l'impression de traîner des rochers à main nue. Mais je me forçais à avancer. Pas de musique dramatique, pas de monologue intérieur héroïque, juste la survie, juste moi, la neige et la détermination farouche de ne pas mourir là où il m'avait laissé. Le terrain était rude. Mes bottes glissaient sur des plaques de glace dissimulées, et je tombais plus d'une fois. À un moment, je dus utiliser une branche de pin cassée comme une canne rudimentaire, traînant mon bras disloqué contre mon flanc. Mes pensées devinrent rythmées, primitives. Marcher, respirer, saigner, marcher, respirer, saigner. Après ce qui me sembla des heures, la tempête commença à s'installer. Des nuages gris roulaient rapidement et bas, le vent se forçant jusqu'à hurler et déchirer toutes mes couches. Mes doigts étaient engourdis depuis longtemps, et je commençais à me sentir somnole. Cela me terrifiait plus que tout. J'en savais assez sur l'hypothermie pour en reconnaître les signes. Dès qu'on commence à avoir chaud et à s'endormir, la mort est proche. Je répétais des noms à voix basse pour rester éveillé. Mes mères, mes frères, même Talu, même si chaque répétition me devenait amère. La femme qui laissait des posts TS sur mon ordinateur portable pour me rappeler de manger. La femme qui, un jour, tenait mon visage entre ses mains et disait, tant que nous sommes ensemble, rien ne peut nous briser. Cette femme m'avait vu tomber d'un hélicoptère sans ciller. Juste au moment où je pensais que mes jambes allaient me lâcher, je l'ai vue à moitié enfouie sous une congère, à peine visible à travers le blanc des rafales. Une cabane de garde forestier. Elle paraissait ancienne, recroquevillée comme une relique oubliée contre la forêt. Je me suis dirigé vers elle en titubant, chaque centimètre carré de moi brûlant de froid et d'épuisement. La porte grinçait quand je l'ouvrais, et l'odeur de poussière et de vieux me frappait comme un souvenir. À l'intérieur, il faisait sombre et froid, mais c'était un abri. Il y avait une vieille morue dans un coin, un poêle à bois rouillé, miracle des miracles, une armoire à provisions de secours. Je m'effondrai par terre à côté, trop faible pour pleurer, trop soulagé pour réfléchir. Je tâtonnai le loquet et l'ouvris, les mains tremblantes. À l'intérieur, je trouvai des bandages, de l'iode, une lampe torche fêlée et une lourde couverture militaire. Je n'hésitai pas. Je m'enroulai dans la couverture et rampai vers le poêle. Les doigts engourdis et les membres douloureux,
j'y introduisis des brindilles, puis des bûches, et finalement j'allumai une allumette. La flamme prit, puis se réchauffa et prit vie. Je me laissai aller en arrière, respirant faiblement. La douleur à l'épaule était incessante, mais la chaleur m'éclaira. Je n'étais pas mort. Ils le pensaient, mais j'étais vivant et ils allaient comprendre ce que cela signifiait. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait dehors et que le feu crépitait près de moi, je ne pleurai ni ne me mis en colère. Je fixai le plafond et fis une promesse. Je ne mourrai pas ici. Je ramperai, grimperai et me traînerai jusqu'au poêle s'il le fallait. Je ne survivrai pas. Je reviendrai, non pas comme l'homme qu'ils avaient trahi, mais comme celui qui brûlerait tout ce qu'ils avaient bâti sur ma tombe. Lorsque je franchis enfin la porte de la cabane, le monde extérieur s'était dissous dans un brouillard de blizzard et d'ombre. Le silence soudain à l'intérieur me donna l'impression d'entrer dans un autre monde, froid et sombre, mais heureusement immobile. Je m'effondrai contre le mur rugueux. Mes bras tremblants entourèrent mon épaule disloquée. Chaque respiration me rappelait douloureusement à quel point j'avais frôlé la mort. Des ondes de poussière dansaient à la lueur de ma lampe torche fêlée tandis que je m'installais sur le tapis en laine, priant mon cœur de ralentir ses battements frénétiques. Survivre n'était pas encore une victoire, mais cela suffisait à apaiser mon esprit. Je me forçai à me relever et tituber jusqu'au coin où une radio cabossée trônait sur une caisse en bois éraflée. Les doigts engourdis, j'appuyai sur l'interrupteur. Un sifflement statique, puis la voix ferme d'un présentateur de journal télévisé local. Des informations non confirmées ont été rapportées ce matin selon lesquelles J. Reynolds, entrepreneur et PDG d'Aspen, aurait survécu à un accident d'hélicoptère. Aucun corps n'a été retrouvé. Les autorités le considèrent comme porté disparu, présumé mort. Sa femme, Talia Monroe, a déposé une demande d'indemnisation à son assurance pour un montant total de 9 millions de dollars. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. La voix de Talia allait combler le vide. Pas d'équipe de recherche, pas d'effort organisé pour me retrouver. Je serais officiellement mort à la tombée de la nuit. J'ai pressé ma main valide contre la radio, la faisant grésiller. Ici J. Reynolds. Je suis vivant. Quelqu'un? Ma voix tremblait, éraillée par le froid et le choc. Il n'y eut aucune réponse, juste une pluie de parasites et l'annonce cruelle qui résonnait dans mes oreilles. Lorsque Talia annonça ma mort, je disparaîtrais. Une victime, une simple inscription sur un registre, un prophète. Cette prise de conscience brisa quelque chose au plus profond de moi. Je ne serai plus jamais son associé, son cofondateur, ni son mari. Au lieu de cela, mon nom serait enfoui sous les lignes de signature et les numéros de police d'assurance. Mon regard se porta sur le téléphone d'urgence poussiéreux accroché au mur. Je m'en suis approché, espérant vaguement trouver une ligne directe, un lien avec le monde que j'avais perdu. Le cadran rotatif était figé par le temps. Le combiné jauni et raide. Je l'ai soulevé, mais le simple fait de le tenir me semblait étranger. Je l'ai pressé contre mon oreille. Silence. Je l'ai reposé doucement et j'ai reculé, le poids de mon impuissance s'installant dans mes os. Si je passais un appel, quelqu'un croirait-il que c'était moi, ou prendrait-il ma voix pour une autre illusion, une autre hallucination? Je me suis laissé tomber au sol à côté de la caisse et j'ai observé les alentours de plus près. La cabane était petite, une simple pièce avec une mezzanine au-dessus, mais elle était équipée pour les urgences. Un poêle cabossé, une pile de conserves, un rouleau de corde et une vieille trousse de premiers secours témoignaient des anciens visiteurs qui étaient venus préparer. J'ai rampé jusqu'à la trousse ailée ouverte. Des bandages, des lingettes antiseptiques, une boîte de pommade antibiotique. Les outils dont j'avais besoin pour soigner mon corps. Mon épaule me lançait à chaque mouvement, mais je savais que je ne pouvais pas attendre. Travaillant à la lampe torche, j'ai nettoyé le plus gros du sang de mon cuir chevelu et de mon bras. Mes doigts étaient maladroits, presque inconscients de la douleur à cause de l'engourdissement, mais j'ai persévéré, enveloppant mes blessures de gaz et de sparadrap. La luxation me le rappelait brutalement. À chaque mouvement, j'avais l'impression que mon épaule était ouverte. Pourtant, je ne serais pas brisé ici. J'ai récupéré une corde et fabriqué une écharpe rudimentaire pour soutenir mon bras contre mon torse. Ce n'était pas parfait, mais cela empêchait l'articulation de se dilater à chaque respiration. Après avoir soigné mes blessures, je me suis concentré sur le poêle. J'ai empilé du petit bois et ramassé du bois sec dans les décombres, étouffant en le rapportant par la porte ouverte. La première allumette que j'ai allumée a craqué, mais la seconde a pris,
et bientôt une flamme stable a crépité. La chaleur a jailli dans l'espace exigu, chassant le froid glacial qui m'avait saisi depuis la chute. Je pris un moment pour m'asseoir devant le poêle, penché en avant pour que la chaleur pénètre jusqu'à moi. Mes membres me faisaient mal comme s'ils avaient été en feu puis gelés. Mais au moins, ils étaient en vie. La cabane se réchauffant peu à peu, je fouillai dans le garde-manger. 2 boîtes de haricots, un petit paquet de viande séchée et un sachet de biscuits de mer. Des rations peu appétissantes, mais qui me permettraient de calmer ma faim. Je m'assis en tailleur sur le tapis et ouvris les haricots, mâchant lentement, savourant la chaleur qui me parcourait à chaque bouchée. En mangeant, je songeais à la suite. Retourner à Aspen, mort-vivant, avec mon épaule disloquée et mon corps meurtri, puis me plonger dans le récit soigneusement orchestré de ma mort par Talia. Ce n'était pas mon histoire. J'écrirais la mienne. La nuit tombait dehors, le vent secouait les murs de la cabane. Je drapais la couverture militaire sur mes épaules et appuyais mon dos contre le poêle, sentant son doux bourdonnement à travers la laine rugueuse. Le sommeil m'appelait, mais je me forçais à ouvrir les yeux. Il fallait que je planifie. Aux premières lueurs du jour, je testerais à nouveau mon téléphone. Puis je me frayerais un chemin à travers la neige jusqu'au poste de garde forestier le plus proche. Personne ne m'attendrait au bureau. Personne ne viendrait me chercher sous forme humaine. Je reviendrais à mes conditions, comme preuve que je n'étais ni brisé ni parti. Alors que la flamme s'éteignait, l'épuisement commença à peser sur moi comme la gravité elle-même. Je fermais les yeux, m'efforçant de me reposer, mais pas de dormir. Pas encore. Pas avant d'avoir un plan. Le silence de la cabane m'enveloppa tandis que je perdais conscience par intermittence. La promesse de l'aube chassait la terreur de la chute. J'étais vivant, et j'étais déterminé à le rester. Au matin, je sortirais de ce refuge et entamerais le voyage du retour. Non pas comme l'homme qu'il croyait mort, mais comme le jugement qu'il ne pouvait ignorer. J'arrivai au funérarium juste au moment où le soleil de fin d'après-midi disparaissait derrière les montagnes, peignant le ciel de violet et de gris meurtri. La grandeur du bâtiment, ses hauts piliers de pierre, ses sculptures ornées, ses lourdes portes en bois, semblaient absurdement déplacées pour une cérémonie destinée à marquer mon décès. Pourtant, j'étais là, vivant et boiteux sur ma béquille de fortune, l'épaule attachée par une écharpe qui bombait sous mon costume sur mesure. J'avais envoyé l'invitation sous un nom d'emprunt, veillant à ce que seules les personnes à qui je m'adressais puissent me voir. Dès mon entrée, le silence des voix étouffées et des clics des appareils photo m'enveloppa. Des personnes en deuil, vêtues de noir, pressaient leurs mouchoirs sur leurs yeux lissés, chacune convaincue de dire adieu à un homme perdu à jamais dans la neige. Je les laissais croire ce qu'elles voulaient. Mes pas résonnèrent sur le sol de marbre tandis que je me dirigeais vers le fond de la chapelle. De pâles étalages de roses et de lys blancs encadraient un cercueil ouvert. Je m'arrêtai dans l'ombre, le cœur battant la chamade, fixant la forme immobile à l'intérieur. L'homme, étendu dans un satin étincelant, était vêtu de la même manière que moi. Même chemise blanche impeccable, même cravate argentée, même costume sur mesure. Son visage était cireux, ses traits figés dans un masque de repos paisible. Je fermai les yeux, luttant contre le souvenir de ce que j'avais ressenti en me voyant m'effondrer contre ce rebord. La terreur, la douleur, la trahison des 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. J'inspirais lentement, serrant plus fort ma béquille. Je ne me laisserai pas briser à nouveau. Pas ici. Pas maintenant. Je m'avançai, laissant la foule s'écarter devant moi comme si j'étais un spectre dérivant au milieu d'eux. Des murmures s'élevèrent. Qui est-ce? N'est-ce pas ce que je pensais? Leurs voix s'éteignirent dans un silence stupéfait lorsqu'ils me reconnurent. Brinley se tenait non loin de là, le dos tourné, les épaules tremblantes comme si elle essayait de se contenir. Talia était au premier rang, raide, à côté de sa sœur, le collier de perles que je lui avais offert scintillant sous la lumière du lustre. Lorsque nos regards se croisèrent, mon cœur se serra. Elle avait la même expression que dans l'hélicoptère, posée, imperturbable, comme si elle assistait aux funérailles de quelqu'un d'autre. Je suis monté sur le dé sans hésitation, le cercueil à mes côtés, me sentant soudain comme une plateforme pour ma vengeance. Les flashs des appareils photo ont claqué, les langues mécaniques se sont entrechoquées, mais je les ai ignorées. Ma voix était un grognement bas tandis que je m'adressais à l'assemblée stupéfaite. Je vois que vous m'avez déjà enterré, ai-je dit, laissant un lent sourire se dessiner sur mes lèvres. Le silence s'est installé, épais et cassant. La bouche de Talia s'est ouverte et fermée comme un poisson qui halète,
et les yeux de Brinley se sont écarquillés tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Je les ai laissés regarder, les ai laissés ressentir le choc qu'il m'avait réservé. J'avais envie de tendre les mains et d'approcher son visage. Pour lui demander pourquoi elle avait souri en tombant, mais je serrais les poings. Je me suis déplacé autour du cercueil, laissant chaque regard me suivre. Mon cœur battait fort, mais la fureur dans mes veines me donnait de la force. L'espace d'un instant, continuai-je, j'ai senti la froide étreinte de la mort. Je devrais être étendu ici comme cet homme, honoré à grands frais, rappelé dans les éloges funèbres comme un visionnaire disparu au sommet de sa gloire. Je marquai une pause, laissant mes mots les submerger comme une tempête hivernale. Mais je me suis ressaisi, même lorsqu'il pensait que personne ne viendrait me voir. Je ne suis pas mort, et je n'ai pas disparu. Je suis bien vivante. Un flot de halètements parcourut la foule, certains choqués, d'autres incrédules, d'autres soulagés. Au premier rang, le sang-froid de Thalia se brisa. Elle fit un pas en avant, la main tendue, comme pour me toucher. Mon estomac se tordit, submergé par ce qui était autrefois de l'amour. Mais je secouai la tête et reculai. « Ne me touche pas, dis-je sèchement. Il ne s'agit pas de réconciliation. Il s'agit de vérité. » Mon regard se fixa sur Brinley. « Tu pensais pouvoir me tuer d'un seul coup. Tu pensais que ma vie valait un calcul froid de ta police d'assurance. Mais tu as oublié une chose. Personne ne contrôle ce qui survit. » Les larmes de Brinley se transformèrent en sanglots tandis qu'elle tombait à genoux, les mains crispées sur le bas de son manteau. Thalia se couvrit la bouche d'une main tremblante, les yeux rivés sur la vidéo. Les journalistes et les caméras s'avancèrent, les questions se succédant à un rythme soutenu. Je levai la main pour les faire taire. « Tout ce que vous devez savoir, ça viendra de ce podium, dis-je en me retournant pour faire face au cercueil. Ma belle-sœur et ma femme ont comploté pour me tuer par profit. Cette branche à laquelle je m'accrochais sur cette falaise a sauvé plus que ma vie. Elle a sauvé les preuves. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti une clé USB. Elle contient des enregistrements audio, des courriels et des déclarations de témoins. Vous verrez avec quel calme ils ont parlé de ma disparition, comme ils ont souri à l'idée de 9 millions de dollars et d'un contrôle absolu. » Une journaliste s'est précipitée vers elle. « Êtes-vous sûr ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Vous avez des preuves. » Je lui ai glissé la clé dans la main. « Vérifiez. » Chaque mot est le leur. Alors que les caméras se braquaient sur le minuscule appareil, j'ai tourné le dos au décor funéraire et me suis retrouvé face à la marée de visages. Certains endeuillés avaient fui, horrifiés, d'autres figés sur place. Je n'éprouvais aucune sympathie pour eux. Je ressentais seulement l'euphorie brute d'avoir dépassé leurs attentes. Mes jambes tremblaient, mon épaule me lançait, mais je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Lorsque le premier reportage de la révélation a été diffusé en direct à la télévision, Thalia les genoux fléchirent. Brinley s'effondra à côté d'elle, ses chants résonnant dans la chapelle. Une poignée d'invités se ruèrent vers les portes, leur procession solennelle se transformant en retraite frénétique. Je descendis d'aider et marchai lentement vers la sortie. Chaque pas était un message. J'étais plus qu'une victime. J'étais la preuve que la survie n'était pas passive. C'était une victoire qui se gagnait à chaque respiration. Dehors, le monde semblait expirer. Des caméras me suivaient à travers la cour où le ciel avait viré au bleu indigo profond et où les lumières des trembles scintillaient dans la vallée en contrebas. Je m'arrêtai devant ma voiture, la même que Thalia m'avait conduite à l'héliport, et regardai de nouveau vers le funérarium. Les portes ornées s'ouvrirent brusquement, la foule se déversa, les voix s'élevant, confuses et incrédules. Je me glissai dans la voiture et refermai la portière, le moteur ronronnant sous moi. Alors que la voiture s'éloignait, le soleil plongea sous les sommets, ne laissant apparaître que la froide lumière du crépuscule. Mon reflet dans le rétroviseur m'était inconnu, décharné. Le regard hanté et la mâchoire crispée. Je touchai l'écharpe et sentis la pression constante de la couverture militaire rembourrée sur mes épaules. Le monde me savait mort. Il me croyait parti, mais je l'étais tout sauf. J'étais là, et je venais récupérer ce qui m'appartenait. L'air nocturne était électrique, chargé de possibilités que je n'avais jamais osé imaginer. J'avais survécu à la chute, déjoué leurs plans et révélé leurs mensonges. Maintenant, j'allais faire en sorte que l'héritage des innovations de Hall et Monroe, et le mien, renaît de ses cendres, plus fort que jamais. Cette nuit-là, je me terrai dans une chambre de motel en périphérie de la ville,
les murs si fins que j'entendais de faibles accords de musique country se propager dans les pièces adjacentes. Mon épaule me lançait d'une douleur qui résonnait de la chair à la moelle, mais ce n'était rien comparé à la douleur dans ma poitrine à l'idée d'une trahison déguisée en loyauté familiale. J'étais allongé sur le lit étroit, les yeux scrutant les fissures du plafond, repensant sans cesse à l'exposition du tribunal. Le monde savait désormais. Talia et Brinley étaient des meurtriers. Mais j'avais encore besoin de preuves concrètes pour leur fermer toutes les portes. Mon téléphone vibra sur la table de nuit, un numéro anonyme. Je décrochai avec appréhension, m'attendant à des menaces ou à de nouveaux mensonges. Au lieu de cela, j'entendis une voix familière, feutrée et pressante. « Jirène, c'est Dax Monroe. » L'ex de Dax Brinley avant qu'elle ne disparaisse dans le tourbillon de notre dynamique familiale. Il était suffisamment proche pour connaître ses humeurs, ses habitudes et plus d'un de ses secrets. Nous n'avions jamais été vraiment amis. Nos cercles se chevauchaient à cause de Talia, mais je le connaissais comme quelqu'un de plus pondéré, quelqu'un qui s'était éloigné lorsqu'il avait compris que l'ambition de Brinley était toxique. Son message était concis. Retrouve-moi au restaurant d'Eastman dans 30 minutes. Et apporte l'avalanche de preuves que nous avons exposées aujourd'hui. Tu auras besoin de renforts. Mon cœur battait fort. Je m'attendais au silence ou au mépris, pas à un allié se manifestant. Ombre. À mon arrivée, l'enseigne lumineuse du restaurant ouvert 24h24 projetait une lueur vacillante sur le trottoir fissuré. À l'intérieur, les box étaient vides, à l'exception d'un coin, où une silhouette se penchait sous la lumière jaune d'une lampe. Dax était plus large que dans mes souvenirs, ses épaules carrées malgré les épreuves que ces années dans le bâtiment lui avaient infligées. Il portait une veste en cuir noir et avait tout l'air de quelqu'un habitué au travail acharné et aux vérités les plus dures. Je me suis glissé sur le siège en face de lui, grimaçant lorsque le mouvement m'a envoyé une décharge électrique dans le bras. Il a hoché la tête, imperturbable face à mon sang-froid chancelant. « Tu as vraiment réussi » a-t-il dit à voix basse pour que je sois la seule à l'entendre. Je ne pensais pas que tu aurais survécu à cette chute. J'ai réussi à esquisser un sourire amer. La survie est surfaite si on ne peut rien en faire. Dax hocha la tête et posa une enveloppe en papier craft sur la table. À l'intérieur, vous trouverez tout ce que je vous avais promis. J'en sortis le contenu. Une pile de dossiers, chacun bourré de documents, de copies de transfert de propriété, de déclarations d'assurance, d'expertise médicale qualifiée d'incompétente, et de correspondance entre Talia et Brinley complotant ma chute. Au fond, une clé USB marquée « Preuve audio ». Mon pouce accéléra. C'était l'arme dont j'avais besoin pour sceller leur sort devant tous les tribunaux et l'opinion publique. « Comment avez-vous obtenu tout ça ?» demandai-je en feuilletant les papiers. Dax se laissa aller en arrière et prit une longue gorgée de café. Brinley tenait des dossiers bâclés. Elle faisait confiance aux mauvaises personnes. Après notre rupture, j'avais conservé des sauvegardes de mon travail. J'ai toujours pensé qu'elle ferait quelque chose d'imprudent. Je n'avais jamais imaginé un meurtre, cependant. Il haussa les épaules. Je le filai. Quand la nouvelle éclata, je compris qu'il était temps de tout avouer. Je dépoussiérai notre vieux serveur. J'ai vérifié mes informations d'identification et extrait tous les fichiers liés à ton nom. J'ai scruté son visage, à la recherche d'un doute. Mais Dax semblait résolu, presque soulagé de se décharger. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi risquer sa colère? Il a posé sa tasse, détournant son regard. Parce qu'elle est dangereuse et qu'elle a déjà fait ça. Tu n'es pas sa première cible, juste la plus grosse récompense. J'ai vu l'expression dans ses yeux quand tu es tombé. Ce n'était pas du regret. C'était de la satisfaction. Elle tuerait à nouveau si l'occasion se présentait. Ces mots restèrent suspendus entre nous comme une lame de guillotine. Je frissonnai, réalisant que l'ampleur du complot allait bien au-delà de la cupidité. C'était une malveillance froide et calculée. Je pris une inspiration saccadée. Merci, dis-je doucement, même si merci semblait insuffisant. Je refermai le dossier, empilant les papiers avec un soin délibéré et les glissai dans ma veste. Je les échangerai demain. Une fois classés, ils ne pourront plus être récupérés. Dax hocha la tête d'un air approbateur. Sois prudent. Ils sauront que quelqu'un t'a aidé. L'armée de relations publiques de Talia est déjà en train de raconter des histoires. Ils prétendront que tu as piraté son système ou fabriqué des preuves. Tu as besoin d'un canal sécurisé.
J'ai pensé au mur fin de la chambre de motel. Des idées? Dax tapa sur la clé USB. Utilise ça. Passe-la sur un serveur crypté sous un autre pseudo. Laisse-moi gérer la logistique. Je m'assurerai qu'ils parviennent à trait sans que personne ne puisse remonter jusqu'à toi. L'espoir et l'épuisement se battaient dans ma poitrine. Pour la première fois depuis ma chute, j'ai ressenti un léger soulagement de ne pas être seul. Je te dois une dette, ai-je dit, parvenant à esquisser un sourire sincère malgré le grognement de douleur dans mon épaule. Dax a balayé la situation d'un geste de la main. Promets-moi juste de prendre soin de toi. Tu n'es pas invincible, Jiren. J'ai hoché la tête, résolu. Je vais aller jusqu'au bout, et ensuite je disparaîtrai un moment. Que la poussière retombe. Il tendit la main et appuya fermement sur mon avant-bras. Une encre dans la tempête. On va t'aider à traverser ça. Dehors, l'enseigne au néon du restaurant bourdonnait dans la fraîcheur de l'aube. Le monde extérieur s'éveillait, inconscient des lignes de front tracées dans des documents secrets et des appels téléphoniques chuchotés. Je jetai un coup d'œil à l'enveloppe de preuves, ressentant son poids non seulement comme du papier et des données, mais comme un bouclier et une épée. Avec Dax à mes côtés, le combat pour la justice ne ressemblait plus à une guerre solitaire. C'était comme une offensive coordonnée, qui démantèlerait leurs mensonges et reconstruirait ma vie sur des vérités qu'ils ne pourraient jamais détruire. Je me levai et serrai la main de Dax, grimaçant sous la douleur. « Prends soin de toi, dit-il, l'inquiétude dans le regard. Et n'oublie pas, ne fais confiance à personne qui se dit de ton côté sans l'avoir testé. » Je réussis à exprimer un rire douloureux, remarqua Dully. En revenant dans l'air frais du matin, je ressentis la première vraie chaleur que j'avais connue depuis l'automne. Non pas à cause du café ou du poêle de la cabane, mais grâce à la conviction d'avoir un allié et un plan. Je descendis l'est du Maine en boitant. Chaque pas me rappelait que non seulement je survivrais, mais que je reviendrais plus qu'un simple survivant. Je reviendrais comme la force qui a démantelé l'empire bâti sur ma prétendue tombe. Le lendemain matin, je me réveillai avant l'aube, mon corps encore sous le choc des révélations de la veille. Chaque muscle était meurtri, mon épaule était un témoignage lancinant de mon marchandage avec la mort, mais je ne pouvais pas m'attarder dans la douleur. Il fallait que je frappe tant que leur défense était baissée. J'ai passé au peigne fin les preuves fournies par Dax, les classant en piles ordonnées, puis j'ai saisi et Trey a établi un contact. La voix de l'avocat était calme derrière le cryptage. J'ai reçu les dossiers. Nous allons déposer une injonction aujourd'hui. Un soulagement m'envahit, mais il fut vite remplacé par un frisson plus froid. Ce n'était que le début. J'enfilai ma veste en cuir, son poids étrangement réconfortant sur l'écharpe encombrante. Je sortis dans la rue déserte. L'air des trembles était vif, chaque souffle était une piqûre qui me ramenait à la réalité. Je hélai un taxi jusqu'au café du coin. Un endroit fréquenté par la classe aisée de la ville, mais suffisamment calme pour qu'une réunion paraisse informelle. Il fallait que je les provoque, que je les fasse parler, que j'évalue leur réaction. Je commandai un café noir et m'installai à une table près de la fenêtre, dos au mur, scrutant la rue à la recherche de visages familiers. Mon téléphone vibra, un appel vidéo de Talia. J'ai failli l'ignorer. Son visage était devenu un poison pour moi. Mais je répondis. Son image apparut. Son expression était d'un calme mortel, le genre de sérénité qui précède l'orage. « Bonjour, Jiren, dit-elle d'une voix mielleuse. Le barista du café se figea tandis que je haussai un sourcil. Des gens passaient derrière moi, inconscients de la tension qui traversait le petit écran. « Bonjour, Talia, répondis-je en sirotant mon café pour me calmer. « Journée chargée, dit-elle. » Elle pencha la tête, ses mèches flottant comme des vagues sombres. « Je suppose, vu ton retour surprise. Je voulais te faire une visite de courtoisie avant que les choses ne se gâtent. » Elle me lança un sourire superficiel qui n'atteignit pas ses yeux. « J'espère que tu vas mieux. » Je me suis permis un petit sourire. « Tu es mieux que tu ne le seras jamais, sachant où en sont les choses. » Mes mots restèrent suspendus entre nous. Je vis sa mâchoire se contracter. « Tu aurais dû rester immobile, » dit-elle doucement en se penchant vers la caméra. « Tu n'imagines pas l'ampleur de ce que ça peut avoir. » Un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas une menace en l'air. Elle était au courant de mes projets de croissance, de nos investisseurs, de nos partenariats. « Oh, j'en ai une assez bonne idée, dis-je d'une voix légère.
Mais tu pourrais peut-être me rafraîchir la mémoire. Je maintins le téléphone immobile, veillant à ne pas révéler mon environnement. Son sourire disparut. Ils observent Jirène. L'image vacilla, et je remarquai ses yeux se diriger vers le côté. Vous faites confiance à votre petit avocat et à mon ex-petit ami, mais ce sont des amateurs. Vous n'avez aucune protection. Je n'ai rien perdu quand je t'ai poussé hors de cet hélicoptère. Ces paroles ont coupé plus profondément que tout coup physique. Je n'ai jamais perdu. J'ai fermé les yeux pendant un bref instant, me souvenant de l'emprise glacée du vent en tombant. La dévastation dans la posture immobile de Thalia. Puis je les ai ouverts, en me concentrant sur le fil de son regard. Sauf que cette fois, dis-je, voix basse et régulière. Parce que je ne suis pas seul, ses lèvres se contractent. Êtes-vous si désespéré que vous faites confiance à X? Il est toujours fidèle à votre version des événements. Vos avocats déposeront des papiers, mais vous ne pouvez pas sur un scandale comme celui-ci. Ils vont tout tourner, vous peindre comme un fou, un imposteur. Les gens ne sont pas rationnels, Jirène. Elle se pencha en arrière, repliant les bras. C'est ce que vous oubliez. Je pose le téléphone sur la table, mes doigts brossant le bord de la tasse. Le barista détourna les yeux, faisant semblant de ne pas l'avoir remarqué. J'ai repris le téléphone. J'ai enregistré cet appel, dis-je calmement. Chaque mot. Si quelque chose m'arrive, je laisse pendre la pensée. Ce sera la dernière chose que le monde entend. Ses yeux clignotèrent et j'ai vu la peur scintiller pendant un instant avant d'être masqué par le dédain. Vous pensez qu'un petit enregistrement me fait peur? J'ai des contingences pour mes éventualités. Vous jouez aux dames, Jirène, et je joue aux échecs en 3 dimensions. Vous pouvez gérer votre petit étourdissement devant le tribunal, mais lorsque vous sortez de ce bâtiment, vous êtes seul. J'ai terminé l'appel sans attendre qu'elle réponde, mon pouls battant dans mes oreilles. Je me suis assis, exhalant lentement, sentant la première véritable montée d'adrénaline car j'avais rampé dans cette cabine. Elle m'avait menacé et elle avait les moyens de suivre, mais elle avait sous-estimé mes ressources et ma détermination. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le lecteur sécurisé que Trey avait installé. Le dossier nommé des versions d'urgence contenait tout. Les documents de Dax, les enregistrements vocaux, ont signé un affidavit de 2 anciens employés, ma propre confession enregistrée de l'automne, et maintenant cet appel vidéo. J'ai téléchargé tout cela en un seul clic. Les fichiers qui ont autrefois dormant sont devenus des armes dans mon arsenal. Avec les fichiers en toute sécurité transmis, j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière. Le café était devenu froid, mais je m'en fichais. Mon esprit passait déjà au mouvement suivant. J'avais besoin de renforcer mes alliances pour avertir directement les investisseurs pour m'assurer que lorsque l'injonction a été accordée, ce serait dénué de sens pour eux. Ils verraient l'image entière. Preuve de tentative de meurtre, de fraude à l'assurance, de complot et de rallye à mes côtés. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai laissé le café, entrant dans l'éblouissement de midi. Les rues Aspen se déchaînent maintenant, les touristes dérivant de la boutique à la gondole, inconscients de la guerre se brassagent sous leurs pieds. J'ai salué un autre taxi, donnant au conducteur les instructions du bureau des relations avec les investisseurs. Ma stratégie était simple. Transparence, force et vitesse. Ils s'attendaient à ce que je sois mort, brisé, impuissant. Au lieu de cela, je serais vivant, non en doute et soutenu par des preuves incontestables. Dans le rétroviseur de la cabine, j'ai attrapé mon reflet, pâle, déterminé, avec des yeux hantés qui parlaient de trahison et de survie. J'ai senti le poids de la semaine dernière s'installer sur moi comme un manteau. Je le porterais volontiers si cela signifiait démanteler l'empire construit sur ma ruine. Alors que le taxi tournait le coin, j'ai envoyé un texto à Trey, prêt pour le prochain mouvement. Rendez le décisif. Ensuite, j'ai fermé mon téléphone, me permettant un bref moment de satisfaction au froid. Le souhait de la mort de Thalia n'allait pas réussir. Elle m'avait menacé d'impunité, mais elle avait réveillé une force qu'elle ne pouvait plus contrôler. Je répondrai à son défi, non pas avec violence, mais avec la justice si complète et publique qu'elle, et tous ceux qui ont déjà douté de moi, comprendraient que la survie, lorsqu'elle est alimentée par une fureur juste, est l'arme la plus puissante de toutes. Le matin de l'audience se leva froid et clair, le ciel un bleu de fer vif qui ne trahissait rien de la tension qui rugit dans ma poitrine. Je suis arrivé au palais de justice du comté avant le lever du soleil, la façade calcaire du bâtiment brillant doucement dans la lumière pâle.
Ma béquille a cliqué contre les dalles alors que je montais les marches. Chacun se rappelle que j'étais vraiment de retour d'entre les morts. À côté de moi, Trelonigan a déménagé avec une facilité pratiquée. Son costume sur mesure et son expression calme. Le contrepoint parfait à la tempête dans mes veines. Nous avons échangé un bref signe de tête. Aucun mot n'était nécessaire. À l'intérieur, la salle d'audience a bousculé d'anticipation. Les journalistes se sont bousculés pour la position, des caméras bordant les murs comme des faucons silencieux. Les investisseurs et les membres du conseil d'administration ont rempli la galerie, leur visage un mélange de curiosité et d'effroi. À l'avant, Brinley et Thalia se sont assis ensemble, une étude dans le sang-froid gelé. Le mascara de Brinley avait couru, des rivulets sombres tachant ses joues, et les yeux de Thalia étaient en rouge, mais ils ont refusé de rencontrer mon regard. Je me dirigeai vers la table du demandeur, mettant ma béquille de côté et prenant la chaise, ressentant le poids de chaque œil dans la pièce. Mon épaule brûlait. Contre le cuir du bras de la chaise, mais je l'ai à peine remarqué. Le juge entra, sa robe chuchotant contre le plancher en bois poli. Elle s'arrêta sur le banc, hochant la tête au bef avant de s'installer sur son siège. Nous sommes ici aujourd'hui pour considérer la pétition de Jiren Hall pour bloquer le paiement de l'assurance et geler les actions de l'entreprise de Hall et Monroe Innovation en attendant une enquête complète, a-t-elle dit, à voix basse mais ferme. Trey se tenait, sa mallette à ses côtés. Votre honneur, Trey a commencé, son ton mesuré. Nous avons fourni au tribunal des preuves approfondies que mon client a été victime d'une tentative préméditée sur sa vie orchestrée par son épouse Thalia Monroe et sa belle-sœur Brinley Monroe Nyold. Nous soumettons une preuve documentaire de signatures falsifiées, des dossiers d'assurance et des enregistrements audio documentant leur plan. Il a cliqué sur une télécommande et l'écran derrière lui s'est éclairé avec une chronologie de mai. Les lignes d'objet de Thalia. S'il nous attend sur notre chemin, le plan d'urgence lorsque la poussée devient un meurtre. Les avocats de Thalia et de Brinley ont échangé des regards précipités et le pavé du visage de Thalia. Le juge se pencha en avant. Conseiller, veuillez procéder à vos expositions les plus critiques. Trace a signalé à son assistant, qui lui a dépassé une pile de dossiers. Il a remis au juge des copies de la réclamation d'assurance falsifiée, la banque transfert et a signé l'affidavit de 2 anciens employés. Il a enregistré les fichiers audio pour la fin. Ces documents, a déclaré Trey, ont établi que les défendeurs devaient gagner environ 9 millions de dollars à la mort de M. Holt et au contrôle total de la société. Mais pour prouver l'intention, nous avons les enregistrements audio. Il appuya à nouveau sur le bouton et la salle d'audience remplie du clip de la voix de Brinley. Une poussée, 9 millions de dollars. Facile. Puis la réponse calme de Thalia. Je vais déposer la réclamation immédiatement. Personne ne soupçonnera jamais un jeu déloyal. Un murmure s'est levé dans la salle d'audience. La main de Brinley a volé vers sa bouche. Les yeux de Thalia se précipitèrent au juge, plaidant pour une intervention, mais le juge leva un coup de main. J'entendrai la réponse du défendeur. Thalia se leva, lissant sa veste. Sa voix était fragile de sang-froid forcé. Votre honneur, cette soi-disant preuve est fabriquée. Mon mari a orchestré sa propre disparition pour m'encadrer. Ses enregistrements sont médecins. Ses signatures ont forgé. Elle a tenu un cahier à base de cuir. J'ai un témoignage d'expert confirmant que l'audio a été épicé. Mon psychiatre attestera de son état mental instable. L'avocat de Thalia a fait une déclaration signée d'un psychiatre qui m'a diagnostiqué avec un trouble de stress aigu et suggérant des hallucinations. La salle d'audience a changé inconfortablement. J'ai senti ma poitrine se resserrer en réponse, mais Trey était prêt. Il se leva, tendant sa main à l'assistant qui a roulé dans un scanner et un ordinateur portable. Votre honneur, avec la permission, nous démontrerons l'authenticité de notre preuve. En quelques instants, les clips audio ont été lus via des logiciels médico-légaux, des formes d'ondes posées à nu et des métadonnées affichées, des horodatages originaux, des hachages de fichiers inchangés correspondant au verrouillage du serveur de Dax. Trey a cliqué sur les en-têtes de mail montrant les chemins de serveur et les adresses IP qui remontent au compte d'entreprise de Brinley. Il a présenté les références du psychiatre, un collègue à la retraite qui avait témoigné pour Thalia dans le passé, mais a maintenant confirmé que l'évaluation était basée sur des documents qu'elle n'avait jamais examinés. Le front du juge se fronça alors qu'elle étudiait le rapport médico-légal. Les journalistes ont griffonné des billets et des investisseurs se sont penchés en avant, sont confrontés à une nouvelle préoccupation. L'avocat de Thalia a bafouillé, incapable de contrer les preuves numériques.
À côté de moi, Trey s'est assis, un soupçon d'un sourire satisfait sur ses lèvres. Lorsque le juge a finalement parlé, son ton était solennel. Le tribunal juge la pétition crédible. Les preuves suggèrent un complot pour commettre une fraude à l'assurance et une tentative de meurtre. J'émets une injonction immédiate bloquant toute libération de fonds d'assurance aux défendeurs et gelant les actions de l'entreprise en question. Un essai complet sera prévu dans les 30 jours. Un soupir collectif s'est échappé dans la salle d'audience. Certains se sont levés dans les applaudissements, d'autres étaient hébétés. Les épaules de Brinley s'affaissèrent et le visage de Talia s'est effondré comme si elle avait été frappée. Les caméras ont clignoté et j'ai ressenti une vague de triomphe et quelque chose de plus froid. C'était la justice, mais c'était aussi le moment où ils réaliseraient la portée de leur chute. Trey est tombé dans le pas à côté de moi. C'était aussi décisif que possible, a-t-il dit, en vérifiant sa montre. Il est maintenant temps de se préparer au procès. Liste de témoins, témoignages d'experts, tout l'arsenal. J'ai regardé ma béquille, la fronde sur ma poitrine, et j'ai senti le poids de la semaine dernière s'installer autour de moi comme une armure. J'avais fait face à la mort dans la neige, exposé les gens que j'aimais le plus en tant qu'ennemis, et je tenais maintenant le pouvoir de protéger tout ce que j'avais construit. Le sort de mon entreprise et le mien étaient de retour entre mes mains. J'ai carré mes épaules contre le froid et j'ai rencontré le regard de Trey. Termons ceci, dis-je. Ma voix portait la confiance constante d'un homme renaissant. Nous nous sommes tournés vers le couloir administratif où la prochaine bataille attendait. La victoire de la salle d'audience a été une étape cruciale, mais ce n'était qu'un chapitre de l'histoire que j'écrivais, une de survie, de vérité et le refus inflexible d'être enterré vivant. Je me tenais devant le côté du palais de justice peu de temps après que l'injonction a été transmise. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait mon dos alors que je supervisais la dernière étape de notre plan. Exposition publique à grande échelle. Trey et moi avions obtenu l'autorisation des autorités locales pour utiliser la place devant le bâtiment pour une configuration de presse temporaire avec un projecteur et un écran. En quelques minutes, le mot s'était propagé. Des spectateurs, des investisseurs et des journalistes curieux se sont rassemblés comme des papillons de papillons autour d'une flamme. Brinley et Talia sont restés à l'intérieur du bâtiment, piégés et impuissants. Ignorant que la vérité qu'ils ont si soigneusement enterrée était sur le point d'être diffusée pour que le monde puisse voir, j'ai ressenti une poussée de pouls de justification à travers mes veines. Alors que je regardais les passants par pause sur leurs traces, leurs expressions passant de l'indifférence polie à la curiosité surpris. J'ai pressé une main gantée contre le métal frais du projecteur, me rappelant que ce moment n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Trey a tapé le microphone et la place est restée silencieuse. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix amplifiée à travers la place. Merci de vous rassembler ici à court terme. Nous avons des preuves impérieuses qui exposent un complot calculé pour commettre une fraude à l'assurance, une tentative de meurtre et une prise de contrôle des entreprises. Ce que vous êtes sur le point de voir expliquera clairement pourquoi le tribunal a émis une injonction bloquant les paiements ou les transferts d'actions. Avec cela, il a appuyé sur un bouton de la télécommande. L'écran clignote à la vie et la première image est apparue. Un immobile d'une vidéo de caméra cachée dans une cave de Napa Valley où Brinley et Talia ont célébré avec des verres à vin à la main. La voix de Brinley, lisse et non gardée, résonnait des haut-parleurs. Il ne le verra jamais venir. Une poussée, 9 millions de dollars. Facile. Un halètement collectif a traversé la foule. J'ai retenu mon souffle alors que les visages autour de moi ont enregistré un choc, une incrédulité et, dans certains cas, l'horreur. Les journalistes ont pris des photos tandis que les passants ont pêché des téléphones de poche, leurs écrans capturant le moment pour les réseaux sociaux. Le clip suivant a roulé. Une série de courriels entre Talia et Brinley. Les timbres de la chronologie glissent sur l'écran. Les lignes d'objets comme le plan d'urgence et la date d'exécution ont brillé dans un texte blanc stark sur un fond sombre. Les journalistes ont murmuré entre eux et les investisseurs ont échangé des regards inquiets. J'ai reconnu plusieurs visages, hommes et femmes que j'avais rencontrés lors des réunions du conseil d'administration. Des gens qui avaient autrefois remis en question mon leadership. Maintenant, ils m'ont regardé avec un nouveau respect ou peut-être la culpabilité d'avoir douté de moi. Trey a de nouveau cliqué et le segment final a commencé. Un enregistrement audio de la voix soyeuse de Talia, calme et mesurée. J'ai déposé la réclamation. Personne ne soupçonnera un jeu déloyal. 9 millions de dollars dans mon compte et la société est à moi. La ligne a été livrée comme un commentaire occasionnel comme s'il discutait de la météo.
Ma poitrine se resserra à la cruauté froide dans son ton. Alors que l'audio s'estompait, un silence glacé s'est installé sur la place. Le nom de Brinley est apparu à l'écran en lettres audacieuses suivies de talus. Trey leva la main et l'écran coupé en noir. Cette preuve est incontestable, a-t-il déclaré. Ces enregistrements, ces emails, ces vidéos sont authentifiés par des experts médico-légaux et des journaux orodomagistes. Ce qui était destiné à être une transaction privée de violence et de cupidité est maintenant mis à nu à la vue du public. Un seul coup tonitruant a rompu le silence, rapidement suivi d'une ondulation d'applaudissements de journalistes qui ont reconnu l'ampleur de la révélation et des acclamations d'une poignée d'investisseurs qui devaient avoir été soulagés de voir la vérité. D'autres se tenaient dans un silence stupéfait. Des témoins silencieux de la chute de deux femmes qui m'avaient autrefois exercé le pouvoir sur moi. J'ai senti que le monde se déplaçait sous mes pieds alors que la nouvelle était en ligne. Les flux de médias sociaux ont éclaté. Les smartphones ont bourdonné de notifications et les hashtags ont commencé à tendance en quelques minutes. Hashtag Olmero scandale, hashtag justice pour les allégations, hashtag Spen. Les journalistes se sont regroupés autour de moi, les microphones poussent vers l'avant, les caméras visaient sans cesse. Monsieur Holt, l'un a crié. Que dites-vous aux critiques qui soutiennent que c'est un coup de publicité? J'ai levé la main pour calmer la foule, ressentant le poids de leur regard collectif. Il ne s'agit pas de théâtre, dis-je, ma voix portant sur la foule, d'acier mais mesuré. Il s'agit d'une responsabilité. Ma survie n'aurait jamais dû dépendre d'une branche gelée et d'une volonté. Je suis ici parce que je refuse d'être une statistique et je refuse de laisser ma vie être armée à but lucratif. Un autre journaliste a demandé, avez-vous entendu Brinley ou Talia depuis la diffusion des images? Je laisse pendre la question, laissant l'absence de leur réponse en dire long. En moins d'une heure, les agents de sécurité ont escorté un Brinley en désordre du palais de justice. Elle regarda autour de lui dans la panique alors que des éclairs éclatent sur son visage, des journalistes réclamant une déclaration. Elle a essayé de parler, mais sa voix a été noyée par la cacophonie des questions. Talia a émergé derrière elle, les épaules s'effondraient, ses cheveux soigneusement arrangés tombant en désordre autour de son visage. Elle a dû répéter une déclaration, mais elle se figea sous l'éblouissement, ouvrant la bouche comme pour parler puis la fermer à nouveau. Aucun d'eux n'a fait de réponse cohérente avant que la sécurité ne les a rassemblés dans des véhicules séparés. Le cortège s'est découragé, des pneus hurlant sur le trottoir, laissant une trace de poussière et un silence stupéfait dans son sillage. Je les ai regardés partir, ne ressentant aucune satisfaction dans leur honte, seulement un soulagement féroce qu'ils ne pouvaient plus se cacher dans l'ombre. Alors que la foule se dispersait, je suis resté sur la place, trempant à la suite. Les investisseurs m'approchèrent à nouveau, maintenant avec des excuses sérieuses et des offres de nouveaux fonds. Une équipe de télévision locale a demandé une interview assis. Trey posa une main ferme sur mon épaule. Nous l'avons fait, a-t-il dit tranquillement. Ils ne peuvent pas échapper à ça. J'ai hoché la tête, réfléchissant à la façon dont le monde s'était tourné en quelques heures. L'empire construit sur ma mort présumée s'était effondré à la vue du public, inévaluable. Mais mon travail était loin d'être terminé. Le procès se profile et j'aurais besoin de diriger le récit à chaque étape du processus. Pourtant, à ce moment-là, je me suis permis une bouffée de victoire. J'avais navigué sur le bord de l'extinction dans ces falaises enneigées, monté mon chemin sur un instinct pur et transformé en un instrument de ma propre justification. L'exposition était plus qu'un spectacle. C'était l'effondrement d'un mensonge si profond que même la pensée la plus puissante qu'il pouvait le manipuler. Alors que la lumière du soleil diminuait et que les ombres s'allongeaient sur la place, je me tournai vers les marches du palais de justice, le prochain champ de bataille. Les caméras ont suivi, des lumières clignotant comme des yeux vigilants. J'ai pressé ma béquille dans la pierre, carré mes épaules et me dirige vers les portes, prête à transformer l'exposition en application. Je n'étais pas juste en vie. J'étais imparable. Le matin après la révélation de la place, je me suis réveillé avec le ping implacable des notifications, les alertes de chaque plateforme de médias sociaux, les médias marquant mon nom et les messages des membres du conseil d'administration promettant leur soutien renouvelé. Mon téléphone était trop lourd dans ma main alors que je passais à travers le torrent de louanges et d'incrédulité. Les visages de Brinley et Talia m'ont regardé des innombrables gros titres. Terrain de meurtre exposé. Trahison dans la salle de conférence. La survie miraculeuse du PDG. J'ai fermé les yeux, laissant le poids de ma justification s'installer.
La firme de Thalia a publié une déclaration me qualifiant de maître manipulateur organisant une vendetta et l'avocat de Brinley a menacé de diffamation, mais chaque contre-attaque était féodale contre la montagne des preuves. Les enregistrements vocaux de Dax, les images de la cave, les emails et ma propre chute documentée. Trey et moi l'avions prévu. Il n'avait plus de défense crédible. Cet après-midi, j'ai tenu un Q&A en direct de mon bureau à domicile. La caméra s'est entraînée sur mon épaule luxée et mon expression fatiguée. J'ai répondu aux questions des investisseurs sur la stratégie de l'entreprise, puis j'ai abordé le scandale Idon. Je n'ai jamais voulu ce combat, dis-je, la voix stable. Mais quand ils ont essayé de m'enterrer, j'ai choisi de refaire surface avec la vérité comme mon arme. Les commentaires ont fait défiler sous moi. La justice inspirante a servi. Héros de la vie réelle. Pendant ce temps, Dax a rendu public son témoignage de dénonciation, et Trey a déposé l'affidavit final d'anciens employés qui avaient accepté de l'argent silencieux. En quelques heures, les grands blogs et les revues de l'industrie ont couru des exposés approfondis, disséquant toutes les facettes du complot. Les membres du conseil d'administration qui s'étaient hésités se sont maintenant ralliés derrière moi, émettant des lettres de confiance. Tard dans la soirée, j'ai fermé mon ordinateur portable et expiré. La marée était devenue irrévocablement. Mon nom et mon histoire étaient partout, indéniables et inflexibles. Thalia et Brinley avaient tenté de réécrire la réalité, mais le monde en ligne avait amplifié la vérité bien au-delà d'une salle d'audience. Je me suis penché en arrière, le bourdonnement des serveurs de mon entreprise dans la pièce suivante, et je me suis finalement permis de croire. J'étais non seulement vivant, mais j'étais aussi imparable. Je me tenais à l'extérieur des portes en verre des innovations Hall et Monroe. Le soleil du matin se réfractant à travers la façade élégante et jetant des éclats de lumière prismatique à travers la place. Le nom du bâtiment au-dessus de l'entrée était plus lourd que jamais, un symbole de tout ce que j'avais perdu et récupéré. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'injonction de la salle d'audience, mais chaque jour qui passe n'avait servi à affiner ma détermination et à recalibrer ma stratégie. J'ai desserré l'écharpe autour de mon cou, en goûtant l'air croustillant de la montagne et j'ai ressenti une vague de pouls-triomphe dans mes veines. J'étais vivant, non seulement dans le corps, bien que cela en soi était miraculeux. J'étais en vie, en réputation, en influence et dans la conviction qui m'avait transporté du bord de la mort au summum de la justification. Ma béquille s'appuyait contre les marches en marbre alors que je montais. Chaque frappe délibérée témoigne de l'épreuve que j'avais endurée et de la détermination inébranlable qui m'a soutenu. La cicatrice sur mon épaule palpitait de mémoire, un écho constant de la branche déchiquetée qui m'avait bercé dans les airs et a refusé de me laisser partir. À l'intérieur du hall bourdonnait d'activité. Les membres du personnel s'arrêtaient dans leurs tâches, les yeux s'élargissant à mesure que je passais, certains offrant des hochements de respect tranquilles, d'autres se brisent dans des sourires chaleureux. Les agents de la sécurité étaient à l'attention, ne se gardant plus contre une menace externe, mais reconnaissant l'homme qui avait survécu à une tentative de vie et a émergé plus fort pour cela. À la réception, une gamme d'employés s'était rassemblée, leur visage comme l'excitation. Alors que je m'approchais, la réceptionniste, Sandra, s'avança, sa voix tremblant légèrement. « Monsieur Hall, bienvenue à nouveau », a-t-elle dit, me remettant une newsletter de l'entreprise fraîchement imprimée. Le titre a lu « La résilience récompensée ». Le corridor, encadré par des bureaux de verre et des chambres remplies de barres blancs à la recherche de marqueurs colorés. L'industrie. S'appuyant contre la table éparpillée avec des documents et des tablettes numériques. Son costume pointu était impeccable. Son expression un mélange rare de satisfaction professionnelle et de chaleur authentique. Ils ont libéré l'injonction tard hier soir, a-t-il dit, les yeux passant vers un écran de tablette montrant le dossier officiel du tribunal. Les paiements d'assurance figés indéfiniment, partage non à se dérober à votre contrôle et à une date d'essai complète. Bien qu'à ce moment-là, ils auront la chance de ne pas avoir de défense. J'ai hoché la tête, laissant le poids de ces mots me laver. La machinerie légale était en ma faveur maintenant. Mais la vraie victoire résidait dans les cœurs et les esprits que j'avais récupérés. Les employés qui avaient douté de mon retour, les investisseurs qui avaient craint l'instabilité et le public qui avait vu mon histoire avec un mélange de pitié et de scepticisme. J'ai pris mon siège à la tête de la table, le cuir usé étonnamment confortable contre mon cadre de béquille. Le parfum familier du café se mêlait à la saveur croustillante de la nouvelle électronique assemblée pour notre prochain lancement de produit. Cluster autour de moi se trouvaient des chefs de département. Plus silencieux des alliés travaillant dans les coulisses, mais une équipe de direction sous tension prête à propulser l'entreprise. Je les ai abordés sans préambule.
voix stable et incisive. Nous avons une deuxième chance. J'ai commencé non seulement à reconstruire ce qui nous a presque été volé, mais aussi à réinventer notre fonctionnement. Plus maigre, plus transparent et plus à l'écoute de nos valeurs fondamentales. Les têtes ont hoché la tête en accord. Les yeux brillaient d'anticipation. Le souvenir de la trahison avait jeté une ombre, mais le scintillement de l'espoir qui brûle maintenant dans cette pièce était suffisant pour enflammer notre ambition collective. Au cours de l'heure suivante, nous avons conçu une feuille de route audacieuse, accéléré des cycles de développement de produits, un nouveau programme de sensibilisation communautaire pour soutenir les survivants de malfaiteurs d'entreprise et un conseil d'éthique interne rigoureux pour s'assurer que personne ne puisse jamais manipuler notre mission à des fins personnelles. Chaque initiative ressemblait à une balle tirée de la proue de notre objectif renouvelé, dirigée au cœur de chaque menace que nous avons rencontrée. Lorsque la réunion s'est brisée, les collègues se sont rassemblés pour me serrer la main ou me remercier sincèrement. Certains ont fait une pause pour partager des excuses chuchotées pour leurs plutôt des doutes, et j'ai rencontré chacun un signe de tête gracieux, comprenant que la méfiance avait été les retombées naturelles de la tromperie qui m'avait coûté la vie et les membres. À midi, je suis sorti sur le balcon surplombant la vallée, l'agitation de la ville en dessous, une symphonie en sourdine de commerce et de loisirs. Je me penchai contre la balustrade, la béquille se soutena de côté et laissait le soleil réchauffer mon visage. Mon regard s'est rendu aux pistes de ski lointaines, les mêmes montagnes qui avaient autrefois menacé d'être ma tombe. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Maintenant, ils se tenaient comme des sentinelles silencieuses à ma résilience. J'ai réfléchi à la mesure où je suis venu. À partir du moment où j'ai plongé dans l'étendue glacée, à la rampe en lambeaux dans la neige, aux révélations de la salle d'audience, et maintenant à ce retour triomphant. Chaque chapitre de ce voyage avait été gravé dans ma peau, mais plus important encore dans mon personnage. Ci-dessous, une équipe de nouvelles a créé pour m'interviewer pour un segment spécial, le PDG de Miracle. Mais j'avais un message que je voulais livrer selon mes propres conditions. J'ai récupéré mon téléphone et a enregistré un bref clip. Pas de jargon d'entreprise, pas de facilité juridique défensive, juste moi debout contre le ciel d'hiver. Je suis tombé plus de 10 000 pieds, mais j'ai rampé en arrière. J'ai dit, la voix résonnante. Je n'ai pas survécu pour me venger. J'ai survécu pour prouver que la vérité ne peut pas être enterrée et que le courage n'est pas seulement de survivre aux difficultés, mais de l'utiliser pour allumer le chemin à suivre pour les autres. Si vous écoutez, sachez cela. Vos revers ne sont pas votre fin. Ils sont le creuset qui forge vos plus grandes forces. J'ai posté la vidéo sur les réseaux sociaux de l'entreprise, se préparant à la vague inévitable de réactions. Le soir, la réponse a été écrasante. Des milliers de commentaires ont afflué. Des histoires de persévérance personnelle, des messages de gratitude et des engagements de soutien. La vidéo est devenue virale, mais plus important encore, elle a déclenché un mouvement. Les survivants de la trahison, les entrepreneurs ont mis à l'écart par la politique d'entreprise, et quiconque avait déjà fait face à des chances insurmontables a tendu la main, trouvant dans mon histoire un miroir pour leurs propres difficultés. Les investisseurs ont vu notre évaluation du marché grimper fortement, et de nouveaux partenariats se sont matérialisés alors que les chefs de file de l'industrie cherchaient à s'aligner sur une entreprise qui représentait une intégrité inébranlable. Cette nuit-là, je suis retourné dans mon chalet à la périphérie de la ville. L'horizon d'Aspen scintille comme une constellation derrière moi. Alors que je retirais ma cravate et que je m'installais dans le fauteuil en cuir bien usé par la cheminée, j'ai réfléchi à la transformation que j'avais subie. L'homme qui avait hésité à faire confiance à sa propre femme, qui avait été trahi par les plus proches de lui, était devenu non comme un martyr, mais comme un leader fortifié par l'adversité. J'ai atteint la béquille, me penchant à côté de moi, reconnaissant les cicatrices physiques que je porterais pour toujours, mais reconnaissant également qu'ils étaient des symboles de triomphe. Un pin final sur mon téléphone a attiré mon attention. L'avocat de Talia avait déposé un appel, mais le ton des documents était notamment modéré. Il savait que la marée était devenue irrévocablement. Je me suis permis un petit sourire. La vengeance, j'ai réalisé, n'était pas nécessaire pour ma propre paix. La responsabilité et la transparence étaient. Alors que la lumière du feu dansait sur mon visage, j'ai levé un verre de whisky single malt dans la pièce vide. Pour survivre, j'ai grillé doucement dans le nouveau départ, je n'ai jamais cru que je pourrais célébrer. Le verre se précipita tranquillement, une marque de ponctuation dans un voyage qui avait commencé avec une chute, mais s'est terminé par l'ascension. Et alors que les flammes crépitaient, j'ai fermé les yeux,
contenu en sachant que j'avais non seulement survécu à la poussée, à la chute et à la trahison, mais que j'avais orchestré un retour qui résonnerait bien au-delà de ces pics enneigés.